Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast. Alors aujourd'hui on est où? On est chez Hyundai France et je suis avec Lionel qui est le président de Hyundai France. Bonjour Lionel, comment vas-tu? Bonjour à toi. Tu vas bien? Tout se passe bien? Jusque-là, tout va bien. Bon, jusque-là, je pense que ça va continuer à bien se passer. Alors écoute, moi je suis heureux de pouvoir te rencontrer aujourd'hui. Il y a eu une présentation il y a quelques semaines, je vais dire aujourd'hui, de Spot, de Boston Dynamics. À savoir que Boston Dynamics, c'est une entreprise qui a racheté Hyundai il y a quoi? Il y a combien de temps? Il y a quelques mois maintenant, puisque le rachat avait été annoncé il y a un peu plus d'un an, mais il a été finalisé fin d'année dernière. Fin d'année dernière, d'accord. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez récent. Tout à fait. Okay. Alors l'autre jour, il y a eu cette présentation que je trouvais vraiment intéressante et pertinente parce qu'elle montre plein de choses. Alors au-delà de Hyundai, l'automobile telle qu'on la connaît aujourd'hui et l'évolution vers l'électrification et ce qu'on voit arriver effectivement de plus en plus, on voit arriver également des notions de nouvelle mobilité, de robotique. Alors je veux qu'on parle un peu de tous ces axes-là, mais avant toute chose, comment ça va Hyundai France ? On va dire qu'on est dans un contexte qui est particulier aujourd'hui, mais malgré ça, on a plutôt bien démarré, pour pas dire très bien démarré l'année, puisque de nouveau, on bat des records en termes de part de marché. Et puis finalement, on fait partie des rares marques sur le marché français à être capable de continuer à livrer plus de voitures que les années précédentes, alors que tout le monde est un peu contraint, on va dire, sur la production. Donc ce qui fait que ça se passe plutôt très bien de notre côté depuis le début de l'année. Et c'est vrai que notre offre de véhicules électriques notamment, nous aide bien évidemment aujourd'hui à conquérir de nouvelles parts de marché et de nouveaux clients. Vous en êtes tout dans la partie électrification versus thermique aujourd'hui? Aujourd'hui, on a à peu près, je dirais, 20% de nos livraisons qui sont 100% électriques. Et quand je regarde le niveau des commandes, donc ce qu'on a en portefeuille, on est plutôt autour de 30%. Et ça croît de manière régulière, c'est-à-dire qu'effectivement, on était en deçà des 20% l'année dernière, janvier-février autour de 20%. Et c'est vrai que je veux dire, la situation aujourd'hui actuelle fait que les gens regardent de beaucoup plus près l'électrique, le 100% électrique, compte tenu du prix à la pompe. Et donc finalement, ça accélère la prise de décision de basculer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, ce qui fait que simplement, sur le mois de mars, si je prends le mois de mars isolé, plus de 40% de nos commandes étaient électriques. Donc je dirais que le coût aujourd'hui de l'essence ou du diesel, finalement, on finit de convaincre les gens que l'électrique pouvait être adapté à leur usage. Et j'imagine pas une seconde qu'il y a une forme de retour en arrière à la fin de cette crise, même si j'espère évidemment que la crise se termine le plus rapidement possible. On espère tous, on croise les doigts. Est-ce qu'il y a une volonté de 100% électrique chez Hyundai ou alors ça va passer par plutôt de l'hybride? En fait, l'hybride, ça porte bien son nom. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un intermédiaire entre ce qu'on avait avant et ce qu'on aura demain. Mais ma conviction profonde, c'est qu'en fait, les gens vont basculer beaucoup plus rapidement que ce qu'on imaginait. C'est vrai qu'on a mis en avant beaucoup les freins sur l'électrique en disant oui, alors il y a l'autonomie, puis après il y a les bornes de recharge. Enfin, il y avait toujours une bonne raison, une bonne excuse de ne pas passer à l'électrique. Dans les faits, moi, je peux en parler en tant que consommateur parce que je roule à l'électrique tous les jours. Des bornes de recharge, quand il s'agit de faire des déplacements, il y en a maintenant quasiment sur toutes les aires d'autoroute, par exemple. Je dirais à partir du moment où on a levé le frein de pouvoir charger son véhicule à domicile, ce qui reste pour certains clients encore un problème, il n'y a pas de raison objective aujourd'hui de ne pas passer à l'électrique. Donc, ce qui fait que alors qu'on a une contrainte européenne qui nous obligera à vendre du 100% électrique uniquement à partir de 2035, je pense que bien avant ça, en tout cas sur un marché mature comme le marché français, on sera sur du 100% électrique vendu bien avant 2030. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle alors. Tout à fait. Bon. Bonne nouvelle pour notre environnement et puis pour nous en tant que marque. Oui, c'est super. Alors dis-moi si je me trompe, j'ai noté 1 milliard d'investis dans Boston Dynamics par Hyundai. Est-ce que le chiffre est bon ou pas? $1 milliard, oui. Donc, $1 milliard. Voilà, donc c'est un peu moins en euros, mais en tout cas, oui, on est sur un chiffre important. C'est quoi la volonté derrière, en fait? Se dire, on comprend effectivement d'apporter de nouvelles solutions, de nouveaux capteurs, mais Boston Dynamics, à la base, c'est pas du tout une boîte qui va proposer des solutions de mobilité. On est plus dans de la robotique pure et dure, de l'innovation pure et dure en termes de robotique. Qu'est-ce qui a fait que Hyundai vienne se positionner aujourd'hui avec cette société-là? En fait, on voit bien, je dirais qu'on est une sorte de moment charnière pour la mobilité au sens large. Alors c'est vrai que finalement, nous, on était des fabricants de voitures, des constructeurs de voitures, et la logique dans laquelle on doit s'inscrire pour demain, c'est d'offrir des solutions de mobilité à nos clients.
mobilité, donc ça veut dire beaucoup plus large qu'un véhicule. Donc ça peut être effectivement toujours une voiture, mais ça peut être une voiture qui vole, on va dire, entre guillemets. C'est des choses qui pourraient arriver, ça, tu penses ? Aujourd'hui, on a montré il y a 2 ans au salon de Las Vegas, au CES, des drones qui permettaient d'embarquer 4 personnes autonomes, etc., donc électriques également. Donc des solutions de mobilité aérienne, terrestre. Et quand on parle de mobilité terrestre, effectivement, il y a les véhicules qu'on connaît aujourd'hui, mais il y a les véhicules autonomes notamment, et puis derrière, finalement, comment on va gérer des problématiques de logistique, parce que c'est vrai qu'on est tous de plus en plus habitués à ce qu'on se fasse livrer en bas de chez soi, parce que ça fait partie évidemment aujourd'hui des évolutions qu'on a tous appréciées, et donc comment on va gérer ces problématiques de logistique, je dirais vraiment du dernier mètre ou du dernier kilomètre, comment on va accompagner la mobilité des gens qui ont des problèmes de déplacement, etc., etc. Donc finalement, on se rend compte qu'on a besoin d'aller simplement plus loin que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Donc comment on va plus loin, comment on amène ce dernier mètre, ce dernier kilomètre, ces dernières centaines de mètres, et finalement ça ne pourra pas être avec un véhicule tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc comment on va y arriver ? Typiquement, effectivement, des solutions apportées par la technologie développée par Boston Dynamics nous permettent de répondre à ces problématiques-là en ayant finalement des solutions autonomes, des solutions extrêmement mobiles, puisque ce que démontre Spot notamment, c'est sa capacité à partir du moment où on lui dit d'aller à un endroit, peu importe finalement ce qu'il doit grimper, descendre, il est capable tout seul de monter des escaliers, de les descendre. Et tout terrain. Exactement. Et sans qu'on soit obligé de lui dire, tiens, en fait, il faut que tu montes un escalier, parce que tout seul, il va prendre l'initiative de le faire. Donc il y a cette logique de capacité de mobilité, cette logique d'autonomie, qui était finalement intéressante pour nous, dans cette logique-là, d'offrir une mobilité additionnelle à celle qu'on est d'ores et déjà capable d'offrir aux gens. Donc c'est un vrai complément par rapport à ce qu'on fait, soit dans une logique effectivement de plus de proximité, ou dans une logique de plus d'autonomie. D'accord. Donc on réfléchit à ces questions de dernier kilomètre. On voit effectivement l'automobile telle qu'on la connaît aujourd'hui, que ce soit sur l'hybride, de l'électrique ou encore quelles que soient les formes qu'on aura plus tard, peut-être de l'hydrogène. Mais les derniers kilomètres sont importants. Alors, tu me parles de Spot et je trouve ça génial parce qu'on voit que c'est un robot qui est autonome et, alors pas encore complètement intelligent aujourd'hui, mais potentiellement on peut y arriver dans les années à venir. Mais si on doit transposer de la mobilité humaine, c'est-à-dire déplacer l'humain sur des derniers kilomètres, on pense aujourd'hui au vélo, aux trottinettes, à toutes les solutions qui existent. Mais est-ce qu'on pourrait avoir un espèce d'exosquelette qui puisse emmener les gens sur le dernier kilomètre ? Est-ce que ça serait à contrario des plateformes sur lesquelles on pourrait imaginer des solutions, une place, 2 places, de dernier kilomètre On arrive à avoir une vision un peu là-dessus C'est évident qu'en fonction en fait, finalement, de ce que je vais transporter, si c'est des gens ou des biens, on va avoir finalement des plateformes qui vont être assez différentes. Donc on peut avoir effectivement un petit drone plateforme qui va transporter des colis, etc., et qui va les amener jusqu'au bas de votre porte. On peut imaginer effectivement des robots qui vont vous aider à amener des paquets au 3e étage de votre immeuble, ou des exosquelettes, évidemment, pour des gens qui auraient des problématiques de mobilité, je dirais, physique. Donc, au final, la technologie, aujourd'hui, telle qu'on la connaît avec Boston Dynamics, elle nous permet d'envisager ces différentes formes de mobilité. Toujours dans une logique, encore une fois, de compléter ce que fait aujourd'hui un véhicule classique, même si demain il sera probablement autonome, mais voilà, pour faire les derniers mètres, les dernières centaines de mètres, monter des escaliers, livrer des paquets d'une plateforme logistique qui serait à la périphérie d'une ville, etc. Mais effectivement, on réfléchit en autonomie et on réfléchit effectivement en fonction de ce que je vais devoir transporter, si c'est de l'être humain ou si c'est des paquets, des colis, peu importe, encore une fois, ce qu'on aurait à transporter demain, parce que c'est compliqué aujourd'hui pour nous de nous dire que finalement le confort dans lequel on s'est installé, notamment encore une fois de pouvoir sur une application commander quelque chose et se le faire livrer quelques heures après, on va renoncer à ça parce qu'on est contraint par l'environnement dans lequel on vit. Et c'est vrai que ça va amener ce genre de solution-là sans impacter ni le trafic, ni la pollution, parce qu'on sera sur évidemment des technologies propres et des véhicules qui sont complètement autonomes. D'accord. J'avais noté horizon 2025-2030. Oui, c'est ça. On est vraiment sur cette logique-là. Ouais. C'est demain. Oui, on est vraiment sur des logiques qui sont sur des temps courts, en fait. Parce que là aussi, on a souvent la perception, quand on parle de ces technologies-là, de technologies de très longue haleine. Mais
pour reprendre l'exemple de la mobilité aérienne, on aura des premiers essais d'ici à 2025. Donc des drones autonomes qui permettront de transporter d'un aéroport au centre-ville des passagers, etc., avec un hub logistique qui permettra, une fois que les gens ont atterri, d'avoir des solutions de mobilité là aussi autonomes. Donc tout ça, ça va s'accélérer parce que la contrainte environnementale est là, bien évidemment, parce que l'urbanisation fait que aussi on a besoin de baisser un peu la pression, on va dire, sur le trafic. Donc toutes ces contraintes, plus la contrainte réglementaire, va nous pousser, nous, en tant que constructeurs automobiles, à développer toutes ces technologies à un horizon très court. Ça veut dire, ce que tu me dis, Lionel, que dans 10 ans, nos villes, nos solutions de mobilité seront presque radicalement différentes de ce qu'on retrouve aujourd'hui. Elles seront très différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. 10 ans, c'est très court. En fait, sur des temps industriels, on est sur des temps qui sont très courts. C'est la raison pour laquelle nous, on vit un moment passionnant, extrêmement compliqué, mais passionnant, parce qu'on a une multitude de révolutions technologiques. D'abord, évidemment, sur les motorisations, électriques, hydrogène, déjà. Ensuite, sur les usages, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les gens ont un usage différent de la mobilité. Et ensuite, par les produits qu'on va devoir finalement vendre, que ce soit des produits, je veux dire, plus classiques, quand il s'agira de partir de Paris pour aller en vacances à l'autre bout de la France, mais qui seront probablement des produits autonomes, ou, encore une fois, des produits plus urbains, que ce soit des produits logistiques ou des produits de transport de personnes. Alors pour en arriver là, Hyundai investit, vous êtes quoi, à 20% d'investissement sur la robotique à peu près ? Oui, aujourd'hui, ça pèse à peu près 20% de nos investissements globaux, et de manière générale, il faut toujours avoir en tête que les industries qui investissent le plus en termes de R&D, c'est l'automobile au travers du monde. Donc on est de très gros investisseurs en termes de R&D parce que, évidemment, on a de nombreux challenges à relever, et donc on parle de plusieurs milliards de dollars, si je parle en dollars ou d'euros. Oui. Alors, on comprend effectivement, pour revenir à notre sujet de base, d'un côté la robotique avec Boston Dynamics, de l'autre côté Hyundai. On imagine que, et c'est ce que tu disais lors de la présentation l'autre fois, c'est que vous allez prendre des technos qu'on peut retrouver dans Spot et les intégrer assez rapidement dans vos automobiles, dans vos véhicules. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver et qu'est-ce que ça va venir apporter ? Parce qu'on imagine qu'il y a énormément de capteurs dans un robot comme Spot. En fait, sur la partie automobile à court terme, évidemment, ce que ça va nous amener, c'est l'autonomie. Puisque aujourd'hui, beaucoup de marques travaillent à rendre leur véhicule le plus autonome possible, et on voit bien que étape après étape, finalement, nos véhicules sont de plus en plus intelligents. C'est un enjeu fort, évidemment, parce que ça fait partie des attentes des clients, mais c'est aussi un enjeu fort en termes de sécurité, puisque, évidemment, d'avoir des véhicules qui sont très autonomes, ça permet aussi, évidemment, de réduire la mortalité sur la route, ça permet de réduire l'embouteillage, ça permet plein de choses. Donc c'est sûr que c'est un enjeu fort d'un point de vue technologique, d'un point de vue commercial, bien évidemment, et c'est sûr que Spot, ou les petits frères de Spot, vont nous amener aussi pas mal, je dirais, d'avancées, quant à notre capacité à délivrer des véhicules le plus autonomes possible, le plus rapidement possible. Et là aussi, on parle d'échéances dans les 2-3 ans qui viennent, donc on ne parle pas de choses qui sont de la science-fiction. Hein. Oui, donc c'est des choses sur lesquelles vous travaillez tout de suite. C'est déjà... Absolument. C'est tout l'intérêt, effectivement, d'avoir acquis cette société et de pouvoir utiliser cette technologie rapidement. Est-ce qu'on a une idée de quel capteur pourrait être intégré, pour quel usage ? Alors on comprend la voiture autonome, mais quel bénéfice ? Tu vois, si on regarde par exemple d'autres constructeurs comme Tesla qui ont des voitures avec des capteurs, mais c'est des caméras en fait. Donc c'est juste une analyse d'image. Disons que, on va dire, chaque constructeur a fait ses propres choix, je dirais, sur la partie technologie. Donc c'est vrai qu'effectivement, Tesla a fait un choix qui est caméra, qui finalement a été peu ou pas retenu par la plupart des autres concurrents qui travaillent sur des technologies un peu différentes. Donc nous, on a fait un choix différent puisqu'on n'est pas sur des caméras. Mais c'est vrai qu'au final, d'avoir cette mécanique-là, ça permet de bien définir l'environnement dans lequel le véhicule se trouve et donc d'assurer le maximum de sécurité. Parce qu'en fait, l'enjeu, évidemment, quand on rend un véhicule autonome, c'est de s'assurer qu'il prenne les bonnes décisions au bon moment. Et ça peut se faire à partir du moment où il a une bonne connaissance de l'environnement dans lequel il se situe. Donc il est capable de réagir, je dirais, le plus rapidement possible. Donc nous, on estime que les caméras, c'est pas forcément la meilleure des technologies. On n'est pas les seuls à aller dans cette direction-là. Maintenant, il faut jamais être trop arrogant dans ces moments-là, surtout quand on est dans des moments de révolution comme ça. Il faut faire toujours attention à ces certitudes. C'est aussi ça qui rend effectivement notre activité complexe, c'est qu'il y a plein de sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui, sans vraiment savoir si finalement c'est ça qui va aller au bout, si c'est cette techno ou cette autre technologie. Mais c'est sûr que pour continuer à être présent
sur le marché de la mobilité au sens large du terme à horizon 5 ou 10 ans, on a finalement besoin d'investiguer beaucoup de champs différents, que ce soit sur les motorisations, que ce soit sur l'autonomie, que ce soit encore une fois sur des mobilités qui sont aériennes ou pédestres, si je parle d'exosquelette. Donc on a besoin finalement d'être très large dans nos investissements pour s'assurer que demain, effectivement, l'entreprise existera toujours et sera toujours à même d'accompagner nos clients dans leurs besoins de mobilité. Okay. Juste attention à taper sur la table parce que ça fait de la batterie pour tous les gens qui écoutent. Pas de souci. Ok, je comprends ça. Alors, on se dit aujourd'hui véhicule autonome, plein de capteurs, sont des choix industriels sur de la caméra, sur des lidars, sur plein de choses. Mais est-ce que tu penses également que le côté autonome, que ce soit des véhicules ou même de tout type d'objets qui pourraient arriver après, va passer par la 5G, par une interconnexion? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez, vous, en tant qu'industriel, ou pas du tout? C'est évident à un moment donné que ce type de technologie a besoin d'information ou d'échanger de l'information. Donc c'est une forme de logique, on va dire, qui est des moyens technologiques qui permettent d'échanger l'information à une vitesse extrêmement rapide et dans des quantités d'informations extrêmement importantes. Donc c'est sûr que les infrastructures, on va dire, de communication, si je parle de ce point de vue-là, sont aussi un élément nécessaire et important pour être capable demain de développer ça sur des centres urbains notamment. Parce que finalement, on se rend bien compte que si on parle de véhicules autonomes, il y a des choses qui vont être faites de manière assez simple. Typiquement, vous prenez l'autoroute et puis votre véhicule va se conduire tout seul. Il y a des voitures qui sont déjà quasiment capables de le faire aujourd'hui. Donc ça, c'est assez simple. Mais demain, dans un centre urbain où je peux croiser quelqu'un qui traverse alors qu'il n'aurait pas dû, que je peux croiser des vélos, des trottinettes, enfin tout ce qui est possible aujourd'hui dans une ville, j'ai besoin d'avoir une information, d'être capable de l'échanger. Et donc évidemment, ces éléments-là sont extrêmement importants pour l'accélération, on va dire, du développement de ces technologies-là, en tout cas de leur déploiement. Donc c'est sûr que finalement, ces technos-là ne peuvent pas se déployer sans un accompagnement, on va dire, des gouvernements sur la partie infrastructure. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, finalement, la volonté, on va dire, de l'Europe et de la France de reprendre une forme de leadership, finalement, sur le déploiement de la voiture autonome, c'est aussi plutôt un bon signal pour nous en tant que constructeurs, parce que ça veut dire qu'effectivement, jusqu'à présent, on va dire, c'était plutôt des freins, finalement, à l'innovation, et qui sont en train de se positionner dans une logique de dire finalement on va essayer de libérer cette capacité à innover en amenant leur propre contribution. On ne leur demande pas de faire des investissements de R&D à notre place, évidemment. En revanche, il faut que l'environnement dans lequel on est soit adapté, que ça soit réglementaire notamment, adapté aux technologies qui vont bénéficier aux gens, parce que c'est pas de la techno pour la techno. Encore une fois, quand on parle de sécurité, notamment, quand on parle de désengorger les centres-villes, quand on parle de ce genre de choses, c'est des choses qui profitent à la population. Et donc, évidemment, c'est le rôle de l'État aussi de s'assurer que tout est fait pour que la population soit dans un environnement le plus vertueux possible. Est-ce que Boston Dynamics est une entreprise aujourd'hui, même si rachetée par Hyundai, indépendante, qui développe ses propres produits? Tout à fait. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est une des entités du groupe, mais elle a finalement sa propre vie, puisque Spot aujourd'hui est à vendre, si jamais tu avais envie d'en acheter un. 80 000 $. C'est ça. Donc bon, voilà, c'est pas à la portée de toutes les bourses. J'économise un petit peu. Mais c'est vrai qu'elle a ses propres objectifs, au-delà simplement de servir de laboratoire, je dirais, au groupe. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est finalement on se rend bien compte dans des groupes de la taille du nôtre que finalement sa capacité à se transformer, elle vient aussi de l'extérieur. Et donc finalement d'avoir cette entreprise-là qui est une entité du groupe, mais qui continue finalement à fonctionner un peu comme une start-up, ça permet toujours de maintenir un fort niveau d'innovation et donc d'enrichir au final ces déclinaisons au travers d'autres produits que le groupe pourrait mettre à la route. Donc on ne verra jamais Hyundai fabriquer des robots en direct. Ça fera partie du groupe, mais ça ne sera pas Hyundai. C'est pas la logique dans laquelle on s'inscrit. C'est pas la logique. Ok, ça marche. Écoute, je te remercie beaucoup Lionel. Je trouve ça très intéressant de pouvoir se projeter sur l'avenir, là où on va. Et puis on se donne rendez-vous dans quelques années pour regarder ça de plus près et puis voir comment vous intégrez ça dans vos véhicules. Avec plaisir. Merci beaucoup. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. J'espère que ça vous aura intéressé. Alors le podcast est disponible en vidéo sur YouTube si vous le regardez tout de suite, vous le savez, mais également dans vos oreilles, dans toutes les bonnes plateformes. Les liens sont un peu partout, vous pouvez y aller. On se retrouve très bientôt pour continuer à parler bien évidemment de tech, que ce soit
sur YouTube, dans le podcast ou un peu partout. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.